Ok, bonjour à tous, je suis Mila, je fais partie de l'équipe Octopus. Nous avons aujourd'hui avec Jean-Carl Cohen, c'est le cofondateur de la société Octopus.com, plateforme de SMS marketing en Europe. Bonjour Jean-Carl. Bonjour à tous. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Xavier Giron, résident à Lille. Bonjour. Bonjour Xavier, comment ça va? Il est le dirigeant de la société Lex Consulting et spécialiste de l'accompagnement des dirigeants. Il va nous parler aujourd'hui des possibilités des entrepreneurs en fonction de l'administration publique. C'est ça? C'est ça, entre autres, en fonction des informations qui nous sont communiquées au compte-gouttes par le gouvernement. Et c'est un petit peu compliqué, mais on essaye d'y voir un peu plus clair. Parfait. Parfait. Alors, je vais dire tout ce qui est… nous avons commencé ce cycle de conférences sur les startups et la vie de l'entrepreneur. Comme réponse au temps que nous vivons maintenant, si vous êtes CEO, CMO, directeur, dirigeant, vous savez que la situation, c'est maintenant un peu compliqué. Alors, on voudrait nous aider les unes et les autres. C'est la première conférence, mais la semaine prochaine, on a un deuxième avec des VC et accélérateurs de startups provenant des États-Unis, Israël et de la France. Alors, je vous invite à tous aux deuxième conférence, qui ça, c'est la semaine prochaine. Alors, sur les questions, ci-dessous, il y a le Q&A. Vous pouvez poser votre question là et au fin de la conférence, les invités, on va répondre à vos questions. OK? Ce serait bien de mettre le lien pour pouvoir poser les questions que l'on a. Oui, il y a la… ci-dessous de l'écran, il y a les Q&A. Il dit là. Tu vas appuyer là. Il y a les questions pour… OK. C'est bon? OK. OK. Alors… je vais commencer. Oui, c'est parti. Je vais commencer. Bonjour à tous. Alors, je suis Jean-Carl Cohen, l'un des cofondateurs de la société Octopus, qui est une plateforme d'envoi de SMS. Et comme vous le voyez, on a une équipe très internationale. Mila étant d'Argentine, on travaille sur 6 pays. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une expérience personnelle de crise que j'ai connue en 2010 pour vous montrer ce que peut dire un gouvernement et comment il agit. On est dans une situation qui est un peu vraiment problématique. Donc, je vais juste conter mon histoire et vous dire ce que j'en ai appris et comment aujourd'hui on applique ça chez Octopus dans l'urgence. En 2010, je suis l'un des cofondateurs d'une société dans l'énergie photovoltaïque en France. On a un chiffre d'affaires signé de 30 millions d'euros. Je suis en voiture un jeudi après-midi, j'écoute BFM Radio et d'un seul coup, on apprend qu'il y a un décret qui vient de sortir du gouvernement Sarkozy. Et en une fraction de seconde, je comprends que le chiffre d'affaires vient de s'effondrer. On fait les comptes quelques heures après avoir eu plus d'informations sur ce qui se passait. Et on passe de 30 millions d'euros à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a une équipe, des salariés, des bureaux, et tout ce que vous pouvez imaginer. Immédiatement, réunion avec mon associé, on discute, et là se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on n'attend pas. Alors le décret, c'est un moratoire de 3 mois. Donc, pendant 3 mois, on ne peut pas faire de chiffre d'affaires, on n'a plus de cadre juridique pour travailler, on est à l'arrêt, totalement à l'arrêt. Et là, on se questionne et on se dit, OK, on attend les 3 mois, on n'attend pas. Et finalement, on décide de ne pas attendre. Pour la raison simple, c'est qu'on se dit 3 mois, il n'y aura pas de cadre juridique. Au 4e mois, il sortira un nouveau cadre juridique, mais il faudra 2 à 3 mois supplémentaires pour pouvoir s'y adapter. Ce qui veut dire qu'il faut avoir 6 mois de trésor pour pouvoir tenir avec toute une équipe salariée. On ne les avait pas.
Et donc, c'est un jeudi après-midi. Vendredi, on fait la réunion. Et lundi, on licencie toute l'équipe. Pourtant, la promesse du gouvernement à ce moment-là, c'était de dire à toutes les entreprises, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, il n'y aura pas de licenciement dans ce secteur. On était 18 000 salariés à l'époque dans ce secteur et quelques mois plus tard, on se retrouvera à 1 500 salariés, je crois, en France dans le secteur. Donc, pratiquement 90% de disparition. Et toutes les promesses du gouvernement, c'était de dire on va faire de la France la plus forte nation européenne dans ce secteur du photovoltaïque. Donc, beaucoup de paroles et peu d'actes. En 2013, un autre événement, l'élection présidentielle. 3 semaines avant l'élection présidentielle entre Sarkozy et Hollande, Sarkozy fait une promesse en disant « Je vais faire de la France la nation forte de l'Europe au niveau photovoltaïque et je vais sortir un nouveau décret qui va encourager la filière. » Donc là, hyper content. À ce moment-là, je travaille chez EDF, ENR, et je me dis « Génial, le marché repart. » J'arrive lundi matin, je parle avec mon manager, il me dit « Non, non, t'inquiète pas, il ne se passera rien avant la fin de l'année. » Je dis « Mais il vient de l'annoncer à la télé. » Oui, oui, c'est qu'une annonce, ne t'inquiète pas, il ne se passera rien avant la fin de l'année. Ok, j'observe la situation, il ne se passe rien, Hollande gagne les élections, Delphine Batho, pro-écologiste et ministre de l'écologie, il ne se passe toujours rien. En juillet, elle démissionne, nouveau ministre, et en novembre-décembre, le nouveau décret apparaît exactement comme l'avait dit mon manager EDF. Donc l'expérience que j'en ai, elle est personnelle. Il ne faut pas croire toutes les promesses du gouvernement. S'il y en a, tant mieux. Enfin, si elles sont suivies d'effets, avec plaisir, mais il y a beaucoup d'effets d'annonce dans cette situation. Et en tant qu'entrepreneur, vous êtes seul face à vous-même. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Alors, les priorités pour nous, à ce moment-là, ont été de préserver la société. C'est vraiment la priorité numéro 1. Préserver l'équipe, priorité numéro 2, et prendre des mesures d'urgence. Et pour ce faire, dans ces trois choses à faire, vous avez votre propre analyse qui est personnelle. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Ça va vraiment dans tous les sens. Ça change presque tous les jours. Et bon, ce qu'il faut faire, on pense, en tout cas chez nous, c'est ce qu'on fait. On mesure les performances en temps réel. Tous les jours, on fait un point sur les clients, les consommations, les chiffres d'affaires, etc. Ce qu'on observe en période de crise, ce qu'on a déjà observé, nous, par le passé, c'est augmentation des impayés des clients qui font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas payer, réduire les prix, etc. Et coupure de tous les investissements. Dans notre cas, aujourd'hui, Octopush, on a lancé un projet depuis plus de 2 ans qui est en développement, sur lequel on a investi des sommes très importantes et on le met en stand-by de manière à voir venir. Alors, la seule chose que l'on conseille, c'est de regarder sa trésorerie. Vraiment, c'est le non-stop. Où est-ce qu'on en est sur la trésorerie? C'est la clé, je vais le dire 3 fois, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. Combien de temps vous pouvez tenir? C'est ce qui vous sauvera. La crise dure 3 mois, 6 mois, 12 mois, on ne sait pas. Et en fonction, il faut éviter de disparaître pour pouvoir rester là lorsque ça repart. Lorsqu'on a ce genre de situation, on fait des projections, comme tout business plan, entrepreneur, on discute, etc. Optimiste, pessimiste, etc. Là, nous, on est passé directement à la pessimiste. On a regardé beaucoup ce qui se passait en Chine. La Chine a mis 3 mois et demi pour revenir dans le jeu. Elle est en train de le faire. La France et les États-Unis ne sont pas du tout préparés à la situation qu'ils sont en train d'affronter. On anticipe 6 mois de minimum de difficultés, grosses difficultés. Donc, ça veut dire pas un retour à la normale avant septembre, au mieux. Et les événements du mois qui arrivent nous diront si on a raison ou tort. Et si ce n'est pas 6 mois, il faut être capable de tenir plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On réduit les dépenses marketing, on arrête les projets, on renégocie tout ce que l'on peut renégocier en interne, on réduit nos coûts au maximum, les locaux, les lignes téléphoniques, tout ce qu'on peut. L'objectif, c'est garder la trésorerie au maximum. Ce n'est pas facile. Pour ceux qui sont totalement arrêtés, on a beaucoup de sociétés autour de nous qui sont totalement arrêtées. On pense à un repositionnement, et ça, c'est une erreur qu'on avait fait lors de la précédente crise. Franchement, on avait paniqué. 6 mois sans manque de trésorerie, plus de visibilité, plus de rentrée de chiffre d'affaires, etc. On a tout fait pour terminer proprement et on a fermé la société. D'autres se sont totalement repositionnés, ont réinvesti après cette période de 3 mois, 3-4 mois. Ils ont eu cette capacité et aujourd'hui ont des sociétés florissantes qui font plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffres, en tout cas de valorisation. Donc, il va y avoir peut-être des opportunités dans ce moment-là et il faut être capable de vous repositionner
même si c'est extrêmement difficile. Alors, les exemples les plus simples qu'on a vus dans la presse, c'est restaurant, passer à la livraison, mais ce n'est pas du tout évident. Dans le logiciel, c'est peut-être penser à adapter sur la communauté qui va travailler et qui va être en télétravail. L'autre point très important, c'est la communication avec son équipe, être transparent. On est tous aujourd'hui dans la même galère. Il y a des priorités pour les chefs d'entreprise de faire tenir leur entreprise, mais tout le monde le comprend et il faut être capable de discuter avec son équipe en permanence, brainstormer avec eux et trouver les aménagements qui sont possibles pour pouvoir continuer en restant honnête et droit à ne pas profiter de la situation. Alors, comme je disais, aujourd'hui, c'est un scénario catastrophe pour nous et pour beaucoup de gens. Ce qu'on conseille, c'est d'être agile, rapide par rapport à tout ce qui se passe. Les informations qui sont vraies un jour ne le sont pas le lendemain. Il y a 15 jours, on ne devait pas être en confinement. Quelques jours après, on est en confinement, on ferme les restaurants, etc. Donc, ça va évoluer très vite. Encore une fois, je répète, ne comptez pas sur le gouvernement. Vous êtes face à vous-même. Même s'il y a un attirail de mesures que l'on va voir ultérieurement qui arrive, en espérant qu'elles soient efficaces, il va y avoir des décisions extrêmement difficiles à prendre sur l'arrêt d'investissement, les licenciements d'équipes. Mais il faut en parler, les prendre, se faire conseiller au maximum. Et comme je disais, nous, de notre côté, on n'entrevoit pas de redémarrage avant septembre 2020. On ne pense pas que les enfants reprendront l'école sur ce qui se passe dans les mois qui arrivent. On espère se tromper. Et encore une fois, le seul maître mot que vous devez avoir, c'est comment tenir le maximum de temps, avoir la trésorerie la plus grande possible. Et pour ça, nous, on est en train aujourd'hui de s'entourer, et Xavier en fait partie, pour pouvoir voir toutes les aides que l'on peut avoir, tout, BPI, banques, subventions, renégociation de contrats, tout. Et je lui passe la parole pour parler de ce que met en place le gouvernement et voir de quelle manière on peut en bénéficier. Donc, encore une fois, je le dis, c'est vraiment une expérience. Vous êtes seul, même si tout le monde compatira à ce qui vous arrive, eux vous aideront. C'est pour ça aussi qu'on fait cette série vidéo. L'objectif, c'est de créer de la solidarité entre les entrepreneurs, qu'on n'ait pas peur d'aborder les sujets. Ils sont extrêmement difficiles, qu'on n'ait pas peur de se consulter les uns les autres pour voir quoi faire dans ces situations-là et essayer de nous apporter des solutions communes en privilégiant le contact humain derrière l'écran. Voilà, je passe la parole à Xavier pour qu'il nous présente. Merci Jean-Carl. Déjà, je voudrais remercier ton pragmatisme à travers ton expérience qui est très importante, bien évidemment, pour bien comprendre ce qui nous arrive. Alors, je tiens déjà à préciser qu'aujourd'hui, on ne va pas faire de polémique sur… L'heure n'est pas à la polémique, en fait, sur les mesures gouvernementales ou autres. Il faut comprendre une chose aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes tous, sans exception, concernés. Quand je dis tous, c'est tout secteur d'activité. Certains sont plus frappés que d'autres. Il va y avoir des conséquences pour toutes les entreprises de ce pays. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Cette chose qui est complètement inconnue pour nous, parce qu'on rentre dans quelque chose que personne ne peut connaître, tout au moins dans la finalité. Jean-Carl parlait effectivement d'une période assez longue. Oui, elle sera longue. Et puis, ce type de crise, c'est pas un interrupteur, c'est pas un coup j'éteins la lumière, un coup je le rallume. C'est-à-dire que même lorsque nous serons en mesure de reprendre nos activités, ça ne se fera pas comme ça, du jour au lendemain, ce sera très long. Sans donner un scénario pessimiste, il faut pas compter retrouver un plein secteur d'activité avant la fin de l'année. Je parle même pas du confinement, parce que là encore, on est dans la totale inconnue. On entend tout et n'importe quoi par rapport à ça. C'est devenu un débat de scientifiques. Ça commence à énerver un peu tout le monde, parce qu'au final, on ne sait pas ce que l'on doit faire. Est-ce que l'on doit rester chez soi? D'un coup, on nous dit c'est le confinement total, général. Ensuite, on nous dit, et là,
c'est les dernières informations. Oui, mais les entreprises, il faut que vous continuiez à travailler. Bref, on ne sait plus. On ne sait plus quelle est la vraie part des choses à faire entre la mise en sécurité de nous-mêmes, de nos salariés, et qu'est-ce qu'on fait? Alors, lundi, on a eu un président qui a lancé un grand nombre de mesures, peut-être de manière un peu trop hâtive, puisque on s'aperçoit que dans les jours qui ont suivi, c'est pas si simple. Moi, personnellement, je suis sur le pied de guerre depuis vendredi dernier, ça fait une semaine, parce que j'ai eu des clients qui sont dans le milieu de la restauration ou des clubs sportifs qui, tout de suite, ont été impactés par les premières mesures du 14 mars, par la fermeture directe de leur établissement. Donc, je n'ai pas attendu le message de « nous sommes en guerre » pour être déjà sur le pied de guerre. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises très rapidement. Il faut le reconnaître, il faut le saluer, notamment par la BPI France, qui s'est positionné, mais avec, bien évidemment, surtout en garantie et soutien de certaines institutions, comme les banques, par exemple, qui sont le premier nerf de la guerre de chaque entrepreneur. Donc, en disant, voilà, on va vous garantir sous différentes conditions vos prêts, on va reporter les échéances, on va garantir l'octroi de prêts à hauteur de 90%, des crédits, des ouvertures de crédit. Bon, c'est très bien, c'est parfait. Sauf que dans la réalité, dans la déclinaison, et Jean-Carl le disait tout à l'heure, il ne faut pas forcément non plus prendre pour argent comptant ce que nous dit le gouvernement. Je pense qu'il y a eu un effet d'annonce aussi qui venait du fait que la semaine dernière, le dimanche dernier, il y a eu des élections qui ont eu lieu dans un contexte très particulier et il fallait avoir un discours rassurant en disant voilà, on va vous aider. Moi, j'ai retenu des phrases choc comme zéro faillite. Faut pas se leurrer. Il n'y aura pas zéro faillite, c'est impossible. N'importe quel entrepreneur ne peut pas souscrire à ce type de message. On sait très bien comment ça se passe. Ça prouve aussi que nous avons des gens qui nous gouvernent qui ne connaissent pas le monde de l'entrepreneuriat. Et une fois de plus, on ne pourra compter que sur nous-mêmes. Et là, j'attire, c'est pratiquement un appel que je lance, dans cette période qui est extrêmement particulière, il serait utile de consacrer, de s'unir et de privilégier les contacts et les prestations entre entrepreneurs français. C'est pas que je veux mettre de côté les entrepreneurs à l'étranger ou privilégier les achats ou de prestations dans d'autres pays, mais on est tous dans une mouise qu'on ne peut même pas prévoir aujourd'hui, je pense, les effets. L'argent, oui, aura une importance. J'ai entendu effectivement des mesures concernant notamment les indépendants pour compenser la perte de revenus, tout au moins sur le mois de mars, à hauteur de 1 500 €. Je vous ai peut-être entendu cette mesure qui a été adoptée. Mais là encore, elle se fait dans des conditions très particulières. Elle concerne essentiellement les entrepreneurs qui sont soumis à une obligation de fermeture, dont la liste a été prise par arrêté du 14 mars et réactualisée au 18 mars. Si vous voulez, je pourrais vous mettre le lien de Légifrance concernant cet arrêté qui détermine exactement les activités qui sont concernées, avec quelques exceptions, bien évidemment. Mais, ou alors, si vous n'êtes pas dans cette liste, les fameux 1 500 € en tant qu'indépendant, vous pourrez éventuellement en bénéficier, à condition de démontrer, et c'est là que c'est un petit peu complètement surréaliste, que vous avez subi une perte d'au moins 70% de votre chiffre d'affaires par rapport au mois de mars 2019. Alors, je vois Jean-Carl qui hausse les… Oui, c'est là où on voit toute la différence qui existe entre l'entrepreneuriat et le monde politique, qui ne connaît pas, qui ne savent pas comment une entreprise fonctionne. Prendre un mois comme ça, le mois de mars 2019, c'est complètement stupide parce qu'un chiffre d'affaires, ça se lise sur une année complète. Si vous faites un très bon mois de mars, peut-être que l'année suivante, vous n'allez pas en faire l'année suivante, vous n'allez peut-être pas faire le même mois. On a l'impression que dans l'esprit de ces personnes,
une entreprise a un chiffre d'affaires récurrent, tous les mois, c'est tel montant, et donc on va prendre un 70%, mais ça n'a pas de sens, on sait très bien que ça n'a pas de sens. Donc là encore, ça va générer tout un tas de démarches administratives. Idem pour les négociations avec son bailleur, idem pour négociations avec l'URSSAF, dont en plus les services en ligne ont un petit peu sauté du fait de l'afflux de demandes. On est dans le flou, mais comme d'habitude, nous, entrepreneurs, on sait ce que c'est que le flou, parce que traditionnellement, chaque jour, on navigue un peu à vue. Hein, c'est toujours on sait très bien, par exemple, ce que vaut un business plan. Le business plan, ça vaut pas grand-chose. C'est bien pour les banquiers, mais pour les entrepreneurs, on sait très bien que c'est un petit peu la boule de cristal. Mais là, la boule de cristal est sacrément voilée. Donc, et c'est pas un euphémisme de dire ça. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Tout ce qu'il faut retenir, bien évidemment, c'est que nous devons garder bien évidemment l'espoir, parce qu'il y a aussi une chose, c'est que notre pays, aujourd'hui, qui c'est qui emploie les salariés? Alors les salariés, ça va, ils bénéficient du chômage partiel. Bon, même si pour l'instant, il n'y a pas la totalité de leur salaire qui sera payé, ils bénéficient quand même d'un revenu qui est garanti. Ce n'est pas le cas des entrepreneurs. C'est-à-dire, qui prend les risques dans ce pays? Est-ce que ce sont les salariés ou est-ce que ce sont les entrepreneurs? Qui fait tourner les boîtes? Qui prend à un moment donné la capacité à créer quelque chose, à s'investir dans quelque chose, à embaucher? Donc tout ça, il faut à un moment donné, c'est l'occasion aussi, ce type de crise, de revoir un peu nos paradigmes et de voir nos conditions de fonctionnement dans ce pays, afin de faire comprendre que de toute façon, si on veut s'en sortir, on ne pourra s'en sortir qu'avec les entrepreneurs. C'est évident. Donc, même au-delà de la crise, quand elle sera terminée, j'espère le plus tôt possible, il faudra quand même bien relancer la machine. Ça, c'est pas l'État en privatisant qui va relancer la machine. Donc, il faut absolument maintenir, et Jean-Carl le disait tout à l'heure de manière fort juste, savoir sur quoi se baser et sur quoi mettre la priorité. La priorité, c'est la trésorerie. Plus on a de trésorerie, plus on pourra durer. De toute façon, ça va se faire sur la durée, bien évidemment. Mais il est bien évident qu'il nous faudra aussi des aides, parce qu'on ne peut pas, on nous impose aujourd'hui la fermeture de nos entreprises, on nous impose le confinement, et donc parce qu'on nous dit il y a un risque très grave pour la santé publique qui existe. C'est pas une théorie, c'est la pratique. On le voit, les appels de notre personnel soignant terribles. On a des témoignages terribles de ce qui se passe en Italie, de ce qui se passe en Espagne et de ce qui est en train de se passer en France. Donc oui, là encore, on entend tout et n'importe quoi sur la propagation du virus. Je suis pas un spécialiste médical, donc j'y rentrerai pas. Mais oui, la situation sanitaire est grave. C'est normal que l'on nous demande pour l'instant de rester chez nous, et j'appelle tout le monde à observer ce comportement civique, mais y compris les entrepreneurs. Et quand j'entends hier la ministre du Travail dire que les entrepreneurs, les entreprises françaises profitent de la situation, que ce sont des fainéants et qu'il faut continuer à travailler, bon, là encore je ne veux pas faire de polémique, mais il y a des propos qui sont quand même inconsidérés, qui sont tenus, alors que le lundi soir, on nous disait zéro faillite, on va vous payer, on va prendre en charge les loyers, l'eau, l'électricité. J'invente rien, je reprends simplement des propos qui ont été tenus. Après, voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, on ne pourra s'en sortir que si, bien évidemment, on résiste. Et pour résister, il faut qu'on soit unis. Il faut vraiment qu'on comprenne ça et qu'on puisse travailler tous ensemble de manière différente. C'est sûr que travailler de chez soi, c'est pas forcément évident. On n'a pas forcément tous les outils que l'on a dans un bureau. Moi, personnellement, j'habite Lille, j'ai mes bureaux qui sont sur Tourcoing. Je peux pas prendre le métro parce que c'est confiné, il faut que justifier. Enfin, c'est tout quelque chose. Et puis, je vais pas mettre non plus ma santé en danger, puisqu'on me dit que c'est très grave ce qui se passe. Moi, je veux bien le croire. Donc voilà, on travaille dans des conditions pas faciles, avec des interrogations qui sont extrêmement compliquées. J'essaye, moi, je suis submergé de questions depuis une semaine. J'essaie d'y répondre en fonction des informations qui me sont moi-même communiquées, mais là encore, elles peuvent changer.
Donc, oui, on doit surtout compter sur nous-mêmes. Et oui, s'il vous plaît, faites en sorte que l'on puisse travailler tous ensemble. Voilà, il faut maintenir un semblant d'activité, sinon ça va très très mal se passer, c'est clair. Donc voilà, c'était l'objet de mon message par rapport à ce qui est en train de se passer. Bon, moi, je mets régulièrement sur mon profil Facebook ou sur ma page Lex Consulting sur Facebook les informations que je peux avoir officielles, hein, puisqu'il faut quand même partir sur des informations officielles. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour l'URSSAF, par la BPI, mais il faut quand même savoir que beaucoup de choses restent de la négociation. J'ai même appris que la Directe, qui a pourtant reçu des instructions, refusait certaines mises de salariés en activité partielle. Donc voilà, donc on a des comportements ici ou là. Donc la France n'est pas uniforme sur ses décisions régionales. Voilà, donc on est dans le flou, dans l'incertitude. Bien sûr que c'est important de maintenir une économie, c'est évident. Et là-dessus, il faut remercier les personnes qui, au quotidien, font en sorte que l'on puisse continuer à se nourrir, les transporteurs logistiques, les supermarchés, les caissiers, et puis tout le personnel soignant qui permet quand même malgré tout qu'on puisse continuer à vivre. Sinon, on n'a plus qu'une se tirer une balle dans la tête, quoi. Donc bon, voilà. Donc vraiment, restons unis. Attendons vraiment, parce que là c'est encore un peu tôt. On est dans un confinement là depuis quelques jours. Si la durée que j'entends, qui peut être pratiquement d'un mois, un mois et demi, voire plus, on parle de 6 semaines maintenant. Vous avez déjà vu au bout d'une semaine ce que ça donne le confinement, donc au bout de 5 jours même, ce que ça donne. Vous multipliez ça par 6 et en espérant que chacun puisse savoir raison garder, comme on dit, et garder l'espoir et surtout trouver des activités pour pouvoir passer ce moment complètement hallucinant. Hein, on l'a tous vu dans des films de science-fiction ou d'anticipation, et là on le vit en direct. Donc voilà. Donc soyons solidaires, c'est ça le plus important. Soyons solidaires entre nous. Merci beaucoup. Il y a quelques questions, donc tu peux les voir en dessous. Ouais. Je vais commencer par celle qui concerne Octopush. On pose la question, quelles sont les mesures que vous avez prises pour Octopush? Alors, je voudrais compléter ce qu'a dit Xavier. La notion de temps n'a rien à voir entre un politique et un entrepreneur. L'entrepreneur, lui, paye ses salaires à la fin du mois, il a ses frais. Le politique n'a pas du tout cette urgence. Je vais donner un exemple qui, moi, m'a frappé en Asie. C'est que déjà, par exemple, tous les politiques, pour montrer leur soutien, ont supprimé leur salaire dans un pays. Pour montrer le soutien à la cause des entrepreneurs et de l'activité, de la baisse d'activité. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'y a plus de règles du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Octopush? En fait, il n'y a plus de règles. On a tout remis en question. C'est-à-dire que tout ce qui avait été fait, organisé pour cette année, peut être défait au fur et à mesure des analyses que l'on va faire de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme analyse de la situation? Tous les jours, on fait un pointage exact des consommations, chiffres d'affaires qui sont générés, puisqu'on a une plateforme en ligne, pour voir si on décèle le moindre mouvement. Ensuite, on a repris tous les frais, tous les logiciels qu'on utilisait, tous les serveurs. Tout ça est en renégociation totale. C'est-à-dire qu'on avait, on va dire, une dizaine d'outils. L'objectif, c'est d'arriver à les diminuer pour pouvoir avoir un peu plus de trésor avec ça. Au niveau des emplois, on gèle les emplois. On reste sur l'équipe actuelle, qu'on va essayer de préserver, et on fait tout pour cela. Au niveau des investissements, je peux donner, on a investi plus de 400 000 € dans un projet depuis 2 ans. Donc, ce n'est pas négligeable. Et on a décidé de le mettre en stand-by. Donc, c'est presque pour nous 400 000 € qu'on jette à la poubelle. Il devait sortir dans 15 jours. Et le risque est trop élevé de faire une migration de plateforme, même si elle est beaucoup plus évoluée que celle actuelle. Trop élevé aujourd'hui. Donc, on observe, on se ramasse et on diminue tous nos investissements.
En marketing, on arrête le marketing parce qu'il faut plus de visibilité. On parle d'un confinement, donc peut-être de 6 semaines. Au moment, on a pris la décision d'arrêter le marketing et vraiment de se recentrer sur notre parc client et lui apporter la meilleure réponse possible parce qu'on est extrêmement sollicité depuis ces derniers jours. Tout le monde est en train de communiquer. Voilà, c'est les premières mesures, mais d'abord aussi chez nous, ça fait 17 jours qu'on est en confinement. On s'est mis en confinement avant l'État, on suivait ce qui se passait en Chine, on a vu la réaction et de toutes les lectures et de l'analyse internationale qu'on en a faites, on a conseillé à toute notre équipe de se mettre en confinement. On était en remote depuis le 1er janvier. C'est l'ADN de l'entreprise de travailler à distance. Donc, on n'est pas spécialement, pas du tout même impacté par toute cette remise en cause. Tout le monde est en remote chez nous. Mais ça fait 17 jours qu'on ne sort plus. On n'envoie plus les enfants à l'école, toutes les personnes, et qu'on interdit, on contrôle les déplacements et vraiment on les diminue au maximum. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait pour nous. Et c'est sûrement amené à évoluer hein, parce qu'on fait une analyse au quotidien de ce qui se passe. Et encore une fois, je vais dire ce matin pour parler d'une réunion, il y a 2 jours, on a pris une décision et ce matin, on l'a changée en fait. En discutant, on s'est rendu compte qu'on pouvait maintenir une dépense qu'on souhaitait annuler. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de règle, c'est que même quelque chose qui est décidé peut être changé dans les 2 heures qui suivent ou les 3 jours qui suivent. Vraiment aucune règle. Il faut être pragmatique, faire au mieux. On va faire des erreurs, ça c'est sûr. Je vais peut-être répondre à la question de Mariano, que faire des nouvelles recrues lorsque l'entreprise est en déclin. Alors, il y a aujourd'hui, il y a 2 possibilités hein, qui sont soit, si c'est possible, et c'est la priorité, de mettre en place le télétravail. Je sais que c'est pas forcément évident pour toutes les entreprises de mettre en place ce type de manière de travailler, mais c'est la priorité. Hein. Et ensuite, s'il n'y a pas de possibilité je dirais vitale pour certains commerces qui ont nécessité d'avoir leurs salariés présents en prenant bien évidemment toutes les précautions, elles ont été largement répétées. La distanciation, les précautions, si possible, avoir des masques, ce genre de choses. S'il n'y a pas de possibilité de télétravail, il y a effectivement la possibilité de demander la mise en activité partielle des salariés, mais c'est soumis, il faut le savoir, hein, à l'accord de la directe. Et là encore, il n'y a pas d'automatisation de cette mesure. Donc, si la directe dit non, ben, ils ne vous donneront pas suite à votre demande de mise en chômage partiel de vos salariés. Donc, voilà, donc on est tous, mais il faut savoir qu'on est tous dans la même situation. Hein. Il n'y a pas d'exception aujourd'hui. Et juste pour rebondir sur ce que disait précédemment Jean-Carl sur le fait de devoir s'adapter pratiquement tous les jours, voire quelquefois toutes les heures, en fonction de l'évolution de la situation. Oui, mais ça, c'est, je dirais, l'essence même d'un entrepreneur. On doit pouvoir, nous sommes des caméléons, nous devons absolument nous mettre dans la peau de pouvoir changer tout de suite de fusil d'épaule. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui décide, qui doit décider, des fois, parfois, prendre des décisions qui ne sont pas faciles, mais nécessaires. Et ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle en effectuation l'effet limonade. Alors, l'effet limonade, et je rebondirai après sur la question qui était posée sur dans quel secteur y a-t-il des opportunités commerciales. Bon, ça peut paraître un peu brut de poser cette question, mais l'effet limonade, c'est quoi? C'est lorsqu'on reçoit une information ou une situation à laquelle on ne s'attendait pas, c'est, qu'il soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, hein, c'est comment on est en mesure d'y répondre immédiatement. Et ça peut changer complètement des décisions. Hein, ce que disait Jean-Carl, voilà, le matin on décide de quelque chose, il y a quelque chose qui arrive le midi, on est obligé de jongler. Voilà, nous sommes tous des jongleurs en fait. Hein, donc c'est ça l'entrepreneur. Hein. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de routine dans notre métier. Donc, mais par contre, oui, c'est stressant, c'est contraignant, ça nécessite une bonne
compréhension de tout ça. Et on aimerait bien que ce soit compris également de toutes les structures qui nous accompagnent, que ce soit les URSSAF, les banques, qui sont beaucoup plus cartésiens, puisqu'ils doivent répondre à des critères qui sont dans des cases. Un entrepreneur n'est jamais dans une case. Et ça, il faut le comprendre. Et j'espère qu'à l'issue de cette crise, nos gouvernants comprendront bien cela et arrêteront de considérer, je vous dis l'exemple tout à l'heure des 70% du chiffre d'affaires de 2019, il ne faut pas considérer qu'une entreprise, c'est de la récurrence. Une entreprise, elle peut avoir à un moment donné des rentrées d'argent importantes et à un autre moment, des périodes où il n'y a rien du tout. Et il faut s'adapter. C'est pour ça que c'est pas compréhensible de prendre à un moment donné un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, ça se lisse sur une année. C'est la loi de toute façon. Hein. Quand on fait pas un bilan mensuel, on fait un bilan annuel. Donc il faut vraiment que là-dessus, nos gouvernants, et là-dessus, n'hésitez pas à alerter vos élus, à vraiment leur dire que nous, on est tous d'accord pour faire face. On est tous d'accord et on sera les premiers au front à remonter la pente. Et pour ça, il faut arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit l'administration, qu'on joue à la directe, l'URSSAF. Il y a une question qui est posée par Alice Iris concernant le site sur le chômage partiel. Oui, les sites ont été mis en place, mais il y a un afflux de demandes, donc il peut y avoir des dysfonctionnements techniques. Et n'hésitez pas à renouveler vos demandes dans la journée. Ça finira par se débloquer à un moment donné. Mais oui, il y a beaucoup de blocages, que ce soit le site de l'URSSAF. Moi, j'ai mis un post sur mon profil Facebook hier sur le site de l'URSSAF qui était planté, puisque j'avais reçu un message. Et ce message, lorsque je cliquais dessus, je tombais sur un message d'erreur. Donc voilà. Alors, opportunités commerciales, oui, dans le gel hydroalcoolique ou les masques, là, actuellement, il y a des sacrées opportunités commerciales. Mais bon, pour le moment, c'est surtout rester unis, hein, clairement. Nous, on en voit deux aujourd'hui d'opportunités commerciales. C'est dans le secteur du gaming. Les gens sont à la maison, n'ont pratiquement rien à faire. Donc, tout ce qui va être gaming est amené à exploser et vous allez sûrement recevoir des centaines de sollicitations. Même des lancements. Hein. Hier, on a été contacté par quelqu'un qui fait un lancement mercredi prochain et qui surfe sur le deuxième secteur, le télétravail. Donc, toutes les adaptations logicielles pour pouvoir faciliter la vie du salarié depuis la maison. Et il n'y a qu'à voir Zoom. Hein. C'est une courbe exponentielle de croissance. Hier soir, on utilise Zoom, on a posté un message au support. À 20h, il y avait 276 personnes dans une queue chat où aujourd'hui, pour ce type d'entreprise, l'attente, elle est en général d'un quart d'heure, 20 minutes. Là, il y avait 276 personnes. Donc, c'est une explosion phénoménale de ce type d'outil. Là, je parle de la partie logicielle. Au niveau de ce qui n'est pas logiciel, je ne sais pas. Honnêtement, on va voir comment les besoins se créent. Je pense que malheureusement, il va y avoir une très grosse contraction de la demande. Au niveau économique, on observe ça aujourd'hui, un choc supply, un choc demand, c'est-à-dire que les entreprises ne produisent plus, les consommateurs ne consomment plus. Donc là, opportunité commerciale, il va falloir voir l'évolution de ce marché. Pas évident, franchement pas évident pour le moment, il faut analyser. Mais il ne se passe plus rien. Oui, je vais répondre à Michael concernant la zone économique la mieux armée pour rebondir le jour d'après. En fait, je dirais il n'y a pas vraiment de zone économique particulière. On est dans l'inconnu, hein, clairement, donc on ne sait pas du tout quels seront les secteurs les plus impactés. Aujourd'hui, je pense qu'un secteur qui va sortir gagnant, c'est forcément l'agroalimentaire. Mais bon, par la force des choses, il faut continuer à se nourrir. Et puis, les restaurants étant fermés, les gens vont aller acheter plus certains vont redécouvrir les joies de la cuisine. Donc, c'est pas plus mal au final. Hein, ça va peut-être faire naître des vocations d'ailleurs entrepreneuriales. Mais oui, aujourd'hui, les secteurs économiques le mieux armés, c'est difficile de le prévoir puisqu'on ne sait absolument pas du tout. Il faut savoir que
d'une manière générale, puisque nous, entrepreneurs, nous savons que nous avons besoin de clients et de fournisseurs, à la fois et surtout, bon, moi, je fais que du B2B, donc tous mes clients sont professionnels, tous mes clients sont impactés. Donc, si tous mes clients sont impactés, je suis impacté. Pour le B2C, ce serait un peu différent, puisque quand les restaurants ouvriront, je pense que les gens seront contents d'aller sortir à nouveau et d'aller faire la fête. Et donc, on peut espérer que lors de la sortie de crise, ce secteur d'activité très impacté aujourd'hui, très impacté, mais qui ne l'est pas, bénéficiera de l'effet un petit peu festif de sortir et d'aller faire la fête. Sinon, on est obligé de compter sur tous les secteurs. C'est pour ça qu'il faut garder aussi le cap de la manière dont on peut le garder, mais c'est pas évident. Mais il faut que mentalement, nous nous préparions à ce rebond. Et surtout, pour ça, comme le disait Jean-Carl tout à l'heure, il faut qu'on puisse avoir la trésorerie pour le faire aussi. Parce que relancer une machine, ça se fait pas, je vous disais tout à l'heure, l'interrupteur, c'est pas une lumière qu'on éteint, une lumière qu'on allume, ça se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'il y aura une période d'adaptation, et cette période d'adaptation, il nous faudra absolument le soutien de nos gouvernants. C'est indispensable, d'où le fait vraiment d'alerter vos élus, de vraiment leur faire comprendre que les personnes qui seront en mesure de relancer ce pays, ce sont nous les entrepreneurs, quel que soit le secteur d'activité, clairement. Donc, voilà. Dans les opportunités commerciales aussi, je vois toutes les applications de méditation, yoga, sport pour la maison, parce que ça va être un besoin. Et voilà, ça c'est une très bonne chose. Et pour répondre à Michael différemment, alors sur la zone économique qui est la mieux armée pour rebondir, ça aussi c'est un avis personnel, je pense que ce sera la Chine. Parce que ce qu'on observe entre un discours du président Macron la semaine dernière qui parle de zéro faillite et de mesures et la difficulté applicative dans la réalité, c'est quelque chose qu'on n'observe pas en Chine. En Chine, il se passe quelque chose, ils sont capables d'arrêter le système, de construire un hôpital en une semaine, de réaffecter la production d'une usine extrêmement rapidement. Et je pense que la Chine sera la mieux armée pour répartir. Et au contraire, l'Europe et les États-Unis vont avoir beaucoup de problèmes avec cette crise-là. Pour rebondir juste sur ce que tu viens de dire, Jean-Carl, pourquoi cette différenciation? D'une part, aujourd'hui, la Chine, ça reste le pays où on a amené tout, on a décentralisé toutes nos industries manufacturières, hein, donc ça ne va pas changer. Hormis la fabrication de masques ou de gel hydroalcoolique en France, on ne va pas redéfinir en quelques mois une politique industrielle qui a été détruite au cours de ces dernières décennies. Donc voilà, c'est clair aussi qu'il y a une chose qu'il faut tenir compte. On est dans la zone Europe, on est la zone la plus réglementée qui soit. On en a largement parlé depuis ces dernières années. Il va falloir probablement un assouplissement de certaines règles, parce qu'on ne pourra absolument pas être en concurrence avec des pays qui ont des règles beaucoup plus souples en matière de commerce mondial. Donc, il va falloir qu'on fasse des efforts. Alors, je sais bien, c'est très important, le RGPD, ce genre de choses, les directives de protection consommateurs. Je suis le premier, en tant que juriste, je suis le premier à les défendre, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Exactement. Une question quelqu'un d'anonyme. Comment suivre l'activité des collaborateurs à distance? Tout n'est pas forcément productif. Comment les préparer et suivre? J'ai pas de solution. Ça fait 1 an et demi qu'on cherche ce type de solution, et quand on aborde le sujet, je l'ai fait quelques fois sur Facebook dans des groupes, j'ai une levée de bouclier, oui, c'est du flicage, vous n'avez pas confiance dans vos salariés, etc. Donc, personne n'a clairement abordé le sujet de la productivité via les logiciels de télétravail. Néanmoins, chez nous, on a des plannings, on fait confiance à nos collaborateurs. Vraiment, on fait en sorte de recruter des personnes qui sont couteaux suisses et qui ont un sens des responsabilités. On ne va pas être derrière eux à dire il n'est pas connecté de midi à 15h, parce qu'il m'est arrivé avec ses collaborateurs de les voir connectés
un soir à 23 h en train de travailler. Donc, on laisse faire, on a nos plannings, on exécute nos tâches, on ne fait pas de flicage. Et aujourd'hui, je ne connais pas de solution qui permet de bien monitorer. Il y en a j'en ai entendu parler d'une, j'ai plus le nom en tête, si je le retrouve, qu'on m'envoie un email, qui permet de voir qui est connecté derrière son écran. Bon, voilà, il faut un contrôle, mais je n'ai pas de solution miracle là-dessus. Par rapport à ce que tu dis, effectivement, c'est une question qui est importante, notamment dans la mise en place du télétravail. La mise en place du télétravail, c'est pas simplement de dire à son salarié allez chez vous, prenez votre ordinateur, faites du téléphone de chez vous. Il faut là aussi penser, et il y a des solutions techniques, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a des solutions qui permettent de contrôler à distance le travail qui est fourni. Il ne faut pas oublier que même en télétravail, la réglementation sociale s'applique. C'est-à-dire que le salarié, bon, même si, comme dit Jean-Carl, peut être amené à travailler à des heures complètement… attention à ça. C'est aussi à vous à rappeler à vos salariés, vos collaborateurs, qu'il existe une législation sociale, qu'un salarié ne peut pas travailler de nuit, sinon les heures sont majorées, qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut non plus. Donc, il faut mettre en place par le télétravail avec des logiciels qui permettent de contrôler l'activité effective. Et attention au dépassement, soit au dépassement ou à l'absence de travail, tout simplement. C'est pas des vacances, le télétravail, mais la législation sociale continue à s'appliquer. Donc, essayez de voir un peu ce qui se fait en matière de logiciels de contrôle. C'est pas du flicage, c'est simplement l'employeur doit être en mesure aussi de pouvoir contrôler l'activité de ses salariés. Ça peut être des reportings quotidiens, ça peut être l'envoi de fichiers Excel, ça peut être mais mettez en place un protocole de vérification de l'activité qui est exercée dans le respect de la réglementation sociale, bien évidemment. Je sais que c'est pas forcément évident, mais là encore, on peut espérer une certaine tolérance par rapport à ça. Mais quand je vois aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans le détail des dossiers que j'ai actuellement, mais quand je vois la réaction de certains inspecteurs du travail, à mon avis, il y a des choses qu'ils n'ont pas encore bien compris concernant la situation dans laquelle on était. Donc, il va falloir qu'ils assouplissent un peu leur rigidité syndicaliste puissante et mettre un peu de côté certaines méthodes un peu rigoureuses de contrôle. Mais voilà, donc c'est possible. Il y a des logiciels qui sont là pour le contrôler, ou un protocole à mettre en place. S'il y a des délégués du personnel, avec l'accord des délégués du personnel, c'est important. Sinon, avec vos salariés qui sont en télétravail. Mais ça reste la priorité, le télétravail. Rappelons-nous que ça reste la priorité devant le chômage partiel. On est obligé d'être un peu plus souple sur le télétravail, parce que quand il y a les enfants à la maison, il est difficile de demander à un salarié d'être du matin au soir. Donc, on est obligé d'apporter beaucoup de place à la pratique. C'est vrai. Alors, je voudrais également répondre à Nicolas qui dit voilà, j'ai bloqué par anticipation certains paiements sur le compte de la société afin de conserver de la trésorerie pour la relance. Oui, alors c'est le réflexe, je dirais, mais attention au réflexe un peu brusque. Il y a eu, c'était possible de le faire pour l'URSSAF mais il faut absolument avant, attention, on ne peut pas faire non plus ce que l'on veut. Sinon, ça va générer des contentieux en pagaille. Il faut savoir que la situation on peut évoquer ce qu'on appelle la force majeure dans certains cas. La force majeure, et c'est pour ça, par exemple, les restaurants ou les clubs sportifs, je vais vous expliquer pourquoi ils peuvent le faire sans problème pour bloquer certains prélèvements. La force majeure, il faut qu'il y ait un caractère extérieur, c'est-à-dire qu'on impose des contraintes, ce qui est le cas, un caractère imprévisible, on ne pouvait pas le prévoir, ce qui est le cas, et un caractère irrésistible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. Et notamment, on sait bien que les restaurants et les clubs sportifs, par exemple, voire les musées ou les cinémas, ne peuvent fonctionner que si les gens viennent travailler sur le lieu de travail. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer les activités. Et par rapport à ça, attention à ce que vous pourriez faire de vous-même en prenant une initiative unilatérale
là, vous mettriez en tort. Il faut bien le comprendre. Alors, expliquer qu'on est dans un coronavirus, crise sanitaire, oui, mais ne faites pas sans avoir au moins un accord, essayez de négocier avant avec vos créanciers. On a tout à y gagner à négocier avant, mais pas les mettre devant le fait accompli. Parce que le mettre devant le fait accompli, vous allez forcément entraîner une réaction en face. Pas oublier non plus que ces fournisseurs eux-mêmes sont soumis à ces règles et eux-mêmes subissent des problèmes. Voilà. Quand je parlais tout à l'heure de solidarité, il faut être intelligent. Donc attention à ne pas bloquer unilatéralement des paiements. Prévoyez, essayez de négocier avant, prévenez vos créanciers en disant voilà, je ne peux pas aujourd'hui, je ne peux pas tout de suite. Et puis, restons aussi à l'affût des éventuelles mesures gouvernementales sur la prise en charge ou pas de certains postes de dépenses. Pour l'instant, ce n'est pas très clair. Donc, évitez de prendre des mesures unilatérales de cet ordre-là sans avoir négocié auparavant quelque chose avec votre créancier. Voilà ce que je peux répondre sur cette question. Allô, je voulais vous dire qu'il il reste 5 minutes. Alors, si vous voulez répondre à la dernière question, c'est quelles sont les premières démarches à faire avec ce qu'on nous propose? C'est les premières démarches, c'est ce qu'on a un peu dit déjà tout à l'heure et au cours de la conversation, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par la BPI, par l'URSSAF, donc il faut aller voir sur ces sites-là. Tout est expliqué, ils ont mis en place des pop-up, des pages spéciales coronavirus, donc tout est indiqué. Il faut absolument pouvoir aller voir ces sites et les explications sont données. Demandez également, si vous avez vos experts comptables, ils reçoivent également des directives, donc n'hésitez pas à les interroger. Et juste pour répondre à Jacques Guéraud qui met, c'est le conseil de mes avocats de tout bloquer. Bon, je mets un joker, Jacques. Je mets un joker. C'est la tendance. Je dirais à Jacques, essaye de bloquer les honoraires de ton avocat et tu verras. Ok. Merci à tout le monde pour la participation. Et merci à Xavier d'avoir accepté de répondre. Merci à tous, en tout cas, pour la participation, effectivement, de tout le monde à ce webinaire. On recommencera sûrement sur d'autres sujets qui intéresseront les personnes. Et n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous voulez être une relation ou avoir d'autres réponses, nous sommes tous disponibles. Oui. Et, parfaitement. Merci à tous. Et seulement que je voulais dire que la semaine prochaine, on a la 2e conférence avec des VC et les accélérateurs des startups provenant des États-Unis, Israël et de la France. Et alors, je vous invite. Ça sera la semaine prochaine. Et voilà, c'est ça. Merci à tous. Moi aussi, j'en profite. Le télétravail pose un nouveau problème qui va être la cybersécurité. C'est pas aussi facile que ça de se mettre en télétravail. Absolument. Les hackers, nous on le voit de notre côté, s'en donnent à cœur joie. Donc, on va faire aussi une mini-série avec 2 experts en cybersécurité pour expliquer ce que vous devez faire ou ne pas faire. Et pour répondre aussi, j'ai oublié, je vais juste citer les outils que l'on utilise en remote aujourd'hui chez nous. Skype, Notion, Trello, Jira. Ce sont les 4 qu'on utilise pour pouvoir gérer le remote au niveau international. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Et à bientôt. Merci, Xavier.